Une rencontre avait lieu mardi 21 avril 2026 à la librairie Ombre Blanche avec François Vallat et Christophe de Gers, co-auteurs de l'ouvrage « Soigner les animaux, histoire de la médecine vétérinaire en France » aux éditions Actes Sud. François Vallat, diplômé de l'École nationale vétérinaire de Lyon, s'intéresse aux problèmes de la pratique vétérinaire à l'époque contemporaine et Christophe de Gers est directeur de l'École nationale vétérinaire d'Alfort depuis 2017 et professeur d'anatomie animale et conservateur du musée Fragonard. Le débat a été mené par Valérie Giton, professeure à l'Université de Toulouse-Jean Jaurès en langue et littérature latine, dont les recherches portent notamment sur les textes médicaux et vétérinaires latins et l'histoire de la médecine vétérinaire dans l'Antiquité. Bonsoir, merci d'être venus. Nous avons donc le plaisir d'accueillir, vous m'entendez ou pas? Je m'entends, ouais. Christophe de Gers et François Vallat pour Soigner les animaux, histoire de la médecine vétérinaire en France chez Actes Sud, animé par Valérie Giton-Ripoli, professeure à l'Université Toulouse-Jean Jaurès et chercheur en histoire de la médecine vétérinaire antique. Voilà, donc je vous laisse pour cette discussion. Merci. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui. Donc, j'ai le plaisir d'animer cette discussion avec deux collègues en fait, que je connais depuis longtemps et qui sont Christophe de Gers, qui était jusque récemment directeur de l'école vétérinaire de Maisons-Alfort. Et il est docteur vétérinaire et il était spécialiste, il enseignait l'anatomie. Et François Vallat, qui est docteur vétérinaire aussi, vétérinaire praticien et qui en même temps est docteur en histoire et il a écrit une thèse sur les bœufs malades au XVIIIe. Voilà, donc je vous remercie d'être là pour votre livre qui est magnifique, qui vient de paraître. Et je vous pose une première question. Comment vous est venue l'idée d'écrire cette histoire de la médecine vétérinaire, donc de l'Antiquité jusqu'à la période moderne, contemporaine? J'ai initié un peu la chose. C'était pas un livre qui était destiné à être lu, c'était un livre qui était destiné à être écrit. C'est-à-dire que la fonction de directeur que j'ai exercée pendant 9 ans est extrêmement stressante. C'est une communauté de 1200 personnes et que je me suis, comme souvent, réfugié dans l'écriture. Et puis mon camarade m'a rejoint. Et finalement, comme Actes Sud prenait le livre, on a fait le choix de... alors bien sûr, au début, on avait travaillé plutôt sur les périodes anciennes. On n'avait pas traité le XXe siècle parce qu'il y avait un rapport quasiment journalistique à certaines périodes, notamment récentes. Et puis finalement, comme Actes Sud prenait le livre, en accord avec eux, on a étendu sur le XXe siècle et on a rajouté en gros 1 an et demi de travail et ça a donné ce fort volume. D'abord, bonjour et merci d'être venu, parce que c'est pas un sujet tellement facile. D'abord, en fait, il y a eu une association d'histoire vétérinaire qui s'est fondée, qui battait un petit peu de l'aile. On l'a reprise tous les deux. Et là, tous les ans, on publiait un gros bulletin, d'assez gros bulletin, qui nous a évidemment beaucoup servi. Soit que nous-mêmes, on ait fait des communications dans ce bulletin, soit alors que d'autres vétérinaires ou d'autres chercheurs y soient intervenus. C'est comme ça que j'ai connu Valérie. Voilà. Alors, donc vous êtes deux, vous êtes mis à deux pour faire cette histoire. Comment est-ce que vous vous êtes réparti le travail entre vous deux? Donc moi, j'ai écrit en gros pendant 7 ans, c'est à peu près ça, un peu tout seul, parce que François... J'avais très peur. Il avait peur de me rejoindre. Et puis, quand la chose a été bâtie, un premier substrat a été bâti, et que Actes Sud s'est montré intéressé, eh bien, il y a eu une collaboration d'à peu près 2 ans pour étendre le livre. Oui. Et surtout, François, qui est quelqu'un qui écrit bien, a remanié sensiblement le texte et le style du texte. On a une amie commune aussi qui m'a mis le couteau sous la gorge. Elle m'a dit tu feras jamais rien si tu participes pas. Bon, alors je m'y suis mis et petit à petit, ça a été avec beaucoup de plaisir. Moi, j'ai pris énormément de plaisir à écrire ce livre avec Christophe,
qui me submergeait de textes qu'il fallait remanier, revoir, vérifier aussi, parce que l'histoire, c'est de la vérification. Merci. Alors, en fait, il y a une particularité dans votre écriture, c'est que vous êtes vétérinaires tous les deux. Et vous connaissez très bien le sujet dont vous écrivez l'histoire. Or, c'est pas toujours le cas en histoire de la médecine. Par exemple, en histoire de la médecine humaine pour l'Antiquité, il y en a qui ont été écrites par des philologues, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas. Il y a des histoires de la médecine qui ont été écrites par des médecins, mais pas forcément. Et la majeure partie, ce sont des philologues qui en fait n'ont pas de spécialité médicale. Alors peut-être que c'est pas grave pour l'Antiquité, mais en tout cas vous êtes à la fois littéraire, vous savez écrire et vous savez de quoi vous parlez très précisément. Qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que ça a entraîné dans la façon d'écrire cette histoire? Je voulais écrire le livre qui me manquait quand jeune vétérinaire, je voulais découvrir ce qu'était l'histoire de la médecine vétérinaire. Il existait à ce moment-là, dans les années 90, les fascicules de Moulet qui étaient répartis dans différentes publications, extrêmement intéressants, mais qui étaient un abord purement bibliographique de la médecine vétérinaire. Il y avait des écrits spécialisés sur l'école d'Alfort, par exemple, et il y avait un écrit de 1936, un bouquin de 1936, mais qui était très sommaire et très peu sourcé. Donc on avait du mal à percevoir la profondeur du discours. Donc l'idée de départ, c'est d'écrire ce que moi j'aurais voulu avoir dans les années 90, en tant que vétérinaire. C'est-à-dire essayer de pénétrer la médecine concrète, les gestes qui étaient utilisés, les théories qui étaient sous-jacentes, les médications, les assemblages de produits qui étaient utilisés, par exemple au XVIIe siècle, qui sont répertoriés dans Solesel. Et c'était vraiment d'avoir cette vision un peu technique de la médecine vétérinaire, parce que dans les traitements, il y a des choses qui ont du sens, il y a des choses qui n'ont pas de sens au sens actuel de la thérapeutique, hein, évidemment. Hein. Et ça nous intéressait d'avoir, moi ça m'intéressait d'avoir ce regard. Et puis l'autre point, c'est qu'il y avait une grande peur de mon côté du XXe siècle. Parce que le XXe siècle, pour les mondes vétérinaires, c'est un moment de bascule incroyable. Et voilà, il se trouve que j'ai connu beaucoup de gens très jeunes, du fait de mes activités, parce que je suis conservateur d'un musée national qui s'appelle le musée Fragonard, qui est dans l'école vétérinaire d'Alfort, qui est le musée de France. Et j'avais rencontré ces vétérinaires qui avaient été diplômés pour les plus anciens dans les années 30. Et ils m'avaient ils m'avaient raconté leur vie et tout ça. Et ça a été vraiment la touche particulière qu'on a apportée, in fine, dans les 2 dernières années, qui a été de reprendre toute la presse vétérinaire, professionnelle, syndicale et compagnie, pour retrouver, identifier ces grandes tendances qui marquaient le XXe siècle. Et ça, c'était un apport que moi, je n'avais pas et que je souhaitais avoir. Alors, moi, ce qui m'a intéressé surtout, c'est la paléopathologie, si on peut dire, enfin, pour plus simplement arriver à comprendre et à identifier les maladies qui sont décrites dans les textes anciens. C'est pas facile parce que ce sont des gens qui écrivaient, qui n'avaient pas de méthode. Normalement, quand on voit un animal malade, il y a un certain nombre de choses. Il faut commencer par le début et terminer par la fin. C'est-à-dire, il y a un ordre pour ne pas oublier des détails cliniques. Voilà. Et donc, c'est très difficile sur des textes qui sont quelquefois même abîmés par le temps, d'arriver à retrouver et à reconnaître les maladies. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Moi, c'est ça qui m'a beaucoup passionné. J'ai pas mal travaillé aussi sur la peste bovine, qui est une maladie qui a maintenant disparu. On est arrivé à l'éradiquer. C'est la première maladie animale éradiquée, une maladie virale qui était très importante, qui n'existait pas forcément en France tout le temps, mais qui arrivait pour certaines circonstances, qui est arrivée plusieurs fois, par exemple, au XVIIIe siècle. Mais cette maladie, par exemple, il y a des chercheurs, des historiens qui m'ont demandé, parce que dans un texte, ils trouvaient un animal malade qui était tombé malade, on l'avait ouvert, et c'était forcément, il avait le feuillet, c'est-à-dire l'estomac qui était plein d'une alimentation très dure. Mais alors, qu'est-ce que ça peut être ?
Alors pour ça, en fait, il y a un certain nombre de techniques. Il faut connaître la chronologie, puisque on connaît par ailleurs la chronologie de la peste bovine, et il faut connaître des choses qui ne sont pas dans les livres actuellement, comme le feuillet qui est très gros et très dur, par exemple. C'est caractéristique de la peste bovine, d'autres maladies, mais aussi vraiment de la peste bovine. Mais il faut être historien et vétérinaire pour arriver à déterminer que c'est bien la peste bovine dans le texte en question. C'est pour vous dire qu'il faut confronter ce qu'on sait actuellement, les écrits anciens et surtout les écrits du XIXe siècle qui sont très, très détaillés et très éclairants, et évidemment les écrits antiques qui sont à débrouiller. Voilà. Merci, merci. Et alors, est-ce que du coup, il y a une maladie ou plusieurs maladies que tu n'as pas réussi à identifier? Parce que tu le dis, c'est difficile le diagnostic rétrospectif. Est-ce que la majeure partie des maladies, c'est possible de les reconnaître? Est-ce qu'il y a des maladies qui sont totalement inconnues, qui n'existeraient plus maintenant? Bon, alors il y a des maladies, ça tu sais mieux que moi, hein, parce que là vous avez quand même une spécialiste des maladies antiques chez le cheval. Hein, bon. Et il y a une certaine maladie du cheval, en particulier des maladies qui donnent des symptômes nerveux. C'est-à-dire que le cheval grimpe au mur, c'est extrêmement... Mais à quoi ça peut être dû? Et ça, malheureusement, on ne sait pas. Hein. Il y a eu un colloque là-dessus en Belgique. Tout le monde s'est arraché les cheveux. Et en fait, on s'est séparés. On a dit, bon, ben, on ne sait pas. On ne peut pas dire... On est obligé, quelquefois, de dire qu'on ne sait pas. Il y a des maladies qui ont disparu. Alors, il y a des maladies qui ont disparu. Celle dont je vous ai parlé, la peste bovine, d'accord, ça on sait. Mais en particulier, il y a une maladie qui ressemble à la variole, par exemple chez l'homme, mais qui se trouvait chez le cheval. Et bien maintenant, elle a disparu. Pourquoi? Allez savoir. On sait en fait que les maladies apparaissent, se développent et finissent par disparaître, quoi qu'on fasse. C'est un médecin qui s'appelait Nicole qui avait trouvé ça, et ça se confirme. Vous avez par exemple en Occident je vais pas y arriver, la lèpre par exemple a pratiquement disparu, alors que c'était une maladie majeure au Moyen-Âge. On ne sait pas pourquoi elle a disparu. Voilà. Alors le glossanthrax, ah oui, ça c'était le sujet de mon DEA. C'est une maladie très amusante qui faisait tomber la langue en 24 heures aux herbivores, tous les herbivores. Donc on s'est demandé ce que ça pouvait être. À cette époque-là, c'était au XVIIIe siècle, il y a eu une épidémie terrible en 1763, ça c'est devenu un véritable problème, jusqu'au jour où les gens ont trouvé comment faire. Il fallait regarder la bouche des bovins ou des chevaux, ou de tous les animaux, 2 fois par jour, et regarder si les ampoules qui se formaient sur la langue pouvaient être grattées avec une pièce de monnaie. On la faisait éclater, on lavait la bouche, et ça allait. Mais si on laissait le mal se propager à l'intérieur de la langue finissait par tomber, et les gens retrouvaient la langue du bovin dans l'auge, par exemple, le lendemain. Et le bovin, en général, il allait pas très bien. Voilà. Et donc, cette maladie, à quoi ça pouvait... Là, je suis arrivé quand même à trouver. Et c'était dû à une chenille urticante qui a disparu. Parce que 1763, ça a été une année à chenilles. Ça aussi, ça a disparu. Ça n'existe plus. Il y avait des campagnes d'échenillage. C'est-à-dire que les paysans étaient obligés d'abattre les nids de chenilles qu'il y avait dans les arbres, tellement il y en avait. Et Réaumur, un savant entomologiste de cette époque qui connaissait très bien son affaire, avait fait un long voyage en France et il était stupéfait de voir que partout il y avait des nids pas nécessairement de cet animal-là, mais quand même des nids dans les arbres, partout il y avait des chenilles, chose qui n'existe plus. Cette maladie a disparu à peu près dans les années 1810-1820. On ne sait pas pourquoi. Voilà.
Donc il y a quelquefois des maladies qui disparaissent. Merci. Tu disais tout à l'heure, Christophe, que tu regardais avec intérêt quand tu étais étudiant et tu aurais aimé savoir quels étaient les traitements et quelle était la valeur et la validité des traitements. Que tu peux voir dans les textes anciens. Est-ce que en écrivant ce livre, vous avez tous les deux trouvé des traitements qui ne sont pas invraisemblables, qui sont intéressants, qui pourraient être creusés maintenant? Je pose cette question parce que dans la recherche universitaire, c'est une des tendances qu'on voit apparaître ces dernières années, l'idée que peut-être dans les textes anciens, il y avait une science des plantes qu'on a perdue et grâce à laquelle on pourrait essayer de refaire des nouveaux médicaments quand tous ceux qu'on a utilisés ne marchent plus. Voilà. Est-ce que... Voilà. Question énorme. Alors, pour moi, le siècle des Lumières, c'est la période de transition entre deux formes de pensée, une forme de pensée qui est millénaire, qui est une forme de pensée analogique, vers une pensée logique qui se développe particulièrement au XIXe siècle. Pour moi, c'est ce qui va donner l'efficience de la médecine telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc, quand vous lisez un texte d'Ambroise Paré pour l'humaine, ou que vous lisez un texte de Solesel, qui est un peu plus tardif pour les chevaux, le principe qui est utilisé, c'est, quand ça veut être savant, hein, parce que c'est pas toujours savant, hein, c'est l'analogie, parce qu'il y a la répétition des pratiques communes, hein, tout simplement. C'est la logique. La fièvre est chaude et sèche, il faut traiter par quelque chose qui est froid et humide. Quelque chose de froid et humide, c'est quelque chose, par exemple, le saule blanc, qui a ses racines dans l'eau des rivières. On le voit sur Internet, c'est écrit. Les gens disent qu'il faut manger. Le saule blanc est très positif pour lutter contre la fièvre. On ne va pas rentrer dans le détail des substances qu'il contient. Mais il y avait un traitement par les contraires. Et puis, il y avait toute cette théorie des humeurs qui était mal digérée chez les vétérinaires, ou chez les hippiatres plutôt, qui passait par la saignée, par la purge, par la cautérisation, mais ça c'est un sujet plutôt chirurgical. Voilà. Donc les plantes, est-ce que... Ça c'est le raisonnement analogique, donc on classe les plantes et ensuite on les apparie. Et puis les plantes peuvent être... stimulées, leur action peut être stimulée par d'autres plantes secondaires, donc c'est un raisonnement un petit peu complexe. Pour moi, la grande étape qui va faire que les plantes vont avoir un intérêt, c'est l'invention du principe actif. C'est-à-dire de dire que dans cette plante, il y a quelque chose qui est actif contre des symptômes, qu'on va pouvoir soit extraire, soit plus tard synthétiser, voire synthétiser des choses qui sont collatérales, des molécules qui sont collatérales. Et on va donc définir des principes actifs, des dosages, des voies d'administration, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au XVIIe siècle, on donne que par la bouche. Et donner à une vache par la bouche, même si elle est de petite taille, ce n'est pas très facile. Ça tombe dans le rumen, qui est une cuve de fermentation. Qu'est-ce qui se passe? On n'en a aucune idée. Les quantités sont forcément très importantes. On dit, par exemple, pour un cheval qu'on donne 6 fois la médication d'un humain. Quand vous savez la difficulté des populations à se soigner, c'est un coût exorbitant qui est réservé principalement aux personnes riches. Donc les gens pauvres vont utiliser les plantes qui se trouvent autour d'elles. Donc au XIXe siècle, on invente le principe actif, on l'extrait, on le dose et on l'administre. Mais alors comment l'administrer? C'est là qu'il y a l'invention totalement géniale, qui à mon avis est totalement sous-estimée, c'est l'injection parentérale. On va arrêter de le donner dans la bouche, on va le mettre dans le corps. Pour le mettre dans le corps, il faut une aiguille, c'est un énorme problème technologique, d'industrie, de créer une aiguille qui pique et qui résiste à la traversée de la peau d'un bovin. Il faut inventer une seringue et il faut administrer. Alors, on va inventer l'injection intraveineuse à partir de 1850. Alors, c'est effroyable comme manuel opératoire. Et puis après, on va avoir les trocars. Alors, un trocar, c'est un tube, et dedans, on met un mandrin qui est pointu pour traverser la peau. On retire le mandrin, il reste le tube, ça fait un peu une aiguille. Après, on va inventer l'aiguille. Mais c'est tout cet assemblage de choses qui va faire qu'on va passer des plantes, qui sont une vision pour moi théorique,
qui peut avoir des effets. Hein, c'est pas... Parce que ce qui est intéressant, c'est que quand vous étudiez, par exemple, tous les traitements de la pousse de l'emphysème pulmonaire du cheval, pour trouver des choses constantes. Et ces choses constantes, elles sont efficaces. Et par contre, autour, il y a tout un ensemble de choses qu'on ne peut pas relier à une efficacité. Donc voilà, est-ce qu'on trouvera des choses dans les plantes, est-ce qu'on trouvera des choses dans les médications anciennes ? Très honnêtement, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que les plantes, en tous les cas européennes, elles sont screenées. On les connaît maintenant extrêmement bien. On est capable de synthétiser les produits. Pourquoi est-ce qu'on irait les chercher dans les plantes ? Je ne sais pas trop. Et puis, il ne faut pas oublier que ces plantes étaient essentiellement des plantes toxiques. Pratiquement que des plantes toxiques, avec des effets secondaires qui étaient quand même sévères, et qu'il y avait également les minéraux qui étaient extrêmement utilisés et qui étaient extrêmement actifs, par exemple l'arsenic. Enfin, voilà, dans les corps non organiques, l'arsenic, qui est d'une efficacité redoutable, qui a été extrêmement utilisé. Est-ce qu'on retournerait aujourd'hui vers l'arsenic, vers le vérâtre ou la digitale brute ? Je ne suis pas certain. Ça a été utilisé jusqu'à quand, l'arsenic, jusque récemment? L'arsenic, jusqu'à l'arsenicophagie, elle est pratiquée couramment au XIXe siècle. Couramment chez l'humain comme chez les animaux. Les produits dans lesquels il y a des corps à base d'arsenic qui s'injectent dans la veine, etc., je suis très vieux et j'en ai pratiqué. Ça marchait. Mais maintenant, on ne se sert plus vraiment de ça parce qu'on a d'autres produits. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans les plantes, il y a une histoire de concentration. Quand vous cueillez une plante, ça, ils le savaient dans le temps, il faut la cueillir à une certaine période de l'année. Et il y a une partie de la plante qui est bonne. Ça, ils le savaient aussi. Malheureusement, la concentration en produits est très variable et ne peut pas être reproduite. Il y a aussi le problème de la... Oui, par exemple, vous prenez le saule auquel tu as fait, par exemple, tout le monde sait que dans le saule, il y a de l'acide salicylique, c'est de l'aspirine, enfin à peu près de l'aspirine. Et c'est vrai que ça fonctionne contre la fièvre, ça c'est vrai. J'ai calculé, c'est l'écorce, c'est pas le saule en lui-même. Il faut prendre des branches, il faut les écorcer, et il faut en donner 500 grammes matin et soir à un cheval. Qui va faire ça ? Personne. À part donner des feuilles de saule qui servent à rien, je vois pas vraiment qui va s'amuser à faire ça. Donc ce serait une régression que de retourner vers les plantes. Il y a aussi une chose en fait on voit dans la littérature vétérinaire du 19e siècle petit à petit s'effacer l'usage des plantes. Vers 1820-1830, il y a encore beaucoup d'indications pour des plantes qui sont certainement pas du tout actives, mais c'était la tradition, on a continué. Et puis, petit à petit, les gens deviennent raisonnables, ils ont fait des essais, c'est le problème des premiers essais cliniques, ils ont fait des essais, ils se sont aperçus que ça ne fonctionnait pas, et on les voit disparaître petit à petit. Et on voit l'éventail de plantes utiles s'amoindrir. Et on peut dire que en 1910, il y a un livre extrêmement précieux que j'aime beaucoup, qui est celui d'un monsieur qui s'appelait Kaufmann, qui était donc un vétérinaire qui était toxicologue. En fait, il était enseignant à Alfort. Il a fait dans son livre, il donne la liste en fait des médicaments et on voit ce qui marche et ce qui marche pas. Et là, à cette époque-là, on avait fait les essais. On s'aperçoit qu'il n'y a vraiment pas grand-chose à attendre. Voilà. Merci beaucoup. Je reviens sur les plantes, d'accord, et sur le sulfate de cuivre, parce qu'il y a énormément de textes antiques et médiévaux où on saupoudre les plaies de sulfate de cuivre, de rouille, de sulfate ou de rouille. Voilà. C'est utile ? Alors, règle absolue, les sels métalliques sont extrêmement astringents et extrêmement antiseptiques. Il faut expliquer ce que c'est astringent. Mais typiquement, donc les sels de fer, de cuivre, de zinc, le chlorure de zinc par exemple,
Alors, le sublimé corrosif, il se baignait dedans, hein, littéralement, c'est le bichlorure de mercure, qui est extrêmement dangereux, hein, mais alors qui est extraordinaire parce que vous obtenez effectivement sur une plaie qui est suintante, une plaie qui va être sèche extrêmement rapidement, que vous allez la baigner avec cette solution et vous avez une réparation qui est très rapide. C'est extrêmement efficace, hein, extrêmement efficace. Et de la même façon, on utilisait ça pour conserver les corps. Les écorchés de Fragonard, ils ont été faits avec le sublimé corrosif. Vous injectez un cadavre, il ne pourrit plus, il ne putréfie plus. Donc ça marchait extrêmement bien. Par contre, toxicité majeure. Oui, merci. Donc ça marche très très bien, ça, c'est certain. Oui, mais à cause de la toxicité, ça justifie qu'on ne s'en serve plus. Ah ben là, aujourd'hui, on utilise des sels d'aluminium, par exemple, qui sont moins sur les plaies, qui sont moins toxiques. Mais il y a tout un tas de traitements de synthèse qui sont beaucoup plus sûrs. Sur le pied du cheval, le sabot, on peut encore se servir de sulfate de cuivre. Hein. Ouais, sur le crapaud, qui est une affection de la sole du cheval, il y a des pommades extemporanées qu'on peut réaliser de façon extemporanée avec de la vaseline et mélanger à du sulfate de cuivre, et c'est clairement efficace. Enfin, moi, je l'ai fait en tous les cas. Et alors, tu disais tout à l'heure, Christophe, que donc à partir du 18e, il y a eu un changement. Tu attribues le changement dans les soins, les traitements, la façon de voir la médecine vétérinaire à un changement de paradigme. Tu as dit on passe de la méthode analogique à la méthode rationnelle. Et en fait, je me demandais si, pour expliquer un petit peu cette modification, on ne pouvait pas penser aussi, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce que c'est ce changement? Parce qu'en fait, dans la médecine antique et médiévale, tout était très logique. Hein. C'était quand même très pensé, c'était faux, mais c'était parfaitement logique. Et est-ce qu'il n'y a pas à ce moment-là aussi, pour expliquer les modifications de la médecine et de la façon de penser les maladies et les traitements, le fait que de nouveaux instruments apparaissent, qui permettent, comme le microscope, qui permettent de voir un certain nombre de choses qu'on ne pouvait pas voir aussi. Et tu as cité l'aiguille. Est-ce que ça n'a pas une influence aussi une influence extrêmement importante sur l'histoire du traitement et des maladies? Alors, au XVIIIe siècle, il n'y a pas du côté de la médecine vétérinaire, il n'y a aucune évolution notable. Les écoles vétérinaires sont créées pour Lyon en 1762 à Louvre en janvier 62. Pour Alfort, c'est en 65. Les écoles vétérinaires n'ont eu aucun effet, malgré ce que disent les vétérinaires, sur la modification des pratiques au cours du XVIIIe siècle. Au XIXe siècle, les choses ont commencé à évoluer avec, à la suite, les vétérinaires sont accrochés aux médecins, en fin de compte. Et notamment les progrès qui ont été observés. Alors moi, il y a une personne que j'adore qui s'appelle François Magendie, hein. François Magendie, qui est un médecin, physiologiste, qui va s'intéresser à la thérapeutique. Effectivement, il va mettre en œuvre des techniques qui permettent la purification, qui permettent des pratiques chirurgicales qu'on n'envisageait pas de faire auparavant. Et on ne peut pas dissocier la progression de la médecine vétérinaire, mais médecine humaine, de l'évolution des corps d'ingénierie, d'artisanat, de chimie, de physique, qui sont périphériques. J'ai souvent l'habitude de dire que le vétérinaire, il ne fait qu'utiliser quelque chose qui a été créé par d'autres métiers. Tant que l'IRM n'a pas été créé, on ne voit pas les images, on n'identifie pas les lésions, on ne peut pas envisager les traitements. Donc, tu as tout à fait raison. Moi, je pense que dans la rupture, une des ruptures importantes qu'ont créé les écoles vétérinaires, celle de Toulouse est arrivée un peu plus tard, elle s'est ouverte en 1828. Dans les évolutions qu'il y a eu, c'est le passage des corporations à des écoles. Pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Je ne sais pas si j'ai le droit En gros, avant 1750, vous avez des gens qui soignent les animaux, notamment les chevaux, qui sont les animaux de valeur, qui sont les maréchaux. Les maréchaux sont dans les villes, ils sont unis en corporation. Il y a des maîtres, des ouvriers, des apprentis. Et puis des veuves ou des femmes de maîtres. Donc il y a une circulation du patrimoine à l'intérieur de cette corporation. Ça existe à Toulouse, ça existe à Rouen, ça existe partout. Dans les campagnes,
On n'est pas du tout sur cette dynamique. Il y a des maréchaux, mais le maréchal, c'est un soignant qui peut être un soignant occasionnel, souvent dans des lignées familiales, de père en fils. Ils vont être, on va appeler ça hongreur, sur les marges des Pyrénées, maréchal expert, enfin on a plein de termes qui sont utilisés. Et là, il n'y a pas d'école, hein, donc c'est purement de l'empirisme. Et d'ailleurs, on soigne même en 1900, on soigne comme ce que tu as écrit durant l'Antiquité. Il y a une rémanence des techniques qui couvre 2 millénaires. C'est la même chose. Les corporations sont un piège terrible pour la médecine vétérinaire. Parce que comme c'est un système qui est fermé à l'intérieur d'une ville, et que ça passe par l'apprentissage, puis ensuite la capacité à exercer et cette progression, c'est une reproduction quasi systématique des pratiques anciennes. Donc, en 1750, on en est à la désolure, c'est-à-dire le fait d'arracher un morceau du sabot du cheval, exactement comme c'est pratiqué depuis des millénaires. Les choses n'évoluent pas. Et le génie des créateurs des écoles vétérinaires, c'est de dire on va délocaliser la formation, non pas dans des corporations, on les sort des corporations, on les met dans des écoles, on fait venir des gens des différentes provinces françaises, et on voit à quel point ça a été difficile d'ailleurs de leur faire lire le français, écrire le français, enfin ça pose plein de problèmes. Et là, on va mettre en place un programme de formation qui va être évolutif. C'est-à-dire qu'il commence, il y a une première année, une deuxième année, une troisième année, une quatrième année. Et ils vont constituer des savoirs et ça va s'implémenter. On pourra appeler ça un cycle d'enseignement-recherche, en fin de compte, qui est mis en place. Et c'est ça qui va démarrer réellement, qui va créer les prémices des développements qu'on va voir au XIXe siècle. Et les vétérinaires vont s'arrimer aux médecins, parce que ceux qui mènent la danse, c'est bien évidemment les médecins. Donc, analogique, logique, oui, Claude Bernard, il va être dans une réflexion qui est très logique. Point A, je vais à un point B, je vois une causalité, voilà. Les choses ça va être un changement majeur pour moi. Technique, tu as tout à fait raison. La dernière chose, c'est politique. Je retire la formation d'un corps qui va apparaître, qui sont les vétérinaires, aux corporations. Et je crée ces écoles. Ça, c'est décisif. Merci. Et alors justement, sur l'école vétérinaire de Toulouse, il y a quelques pages qui sont extrêmement intéressantes sur l'école vétérinaire, la création de... Tout est intéressant. Mais j'ai lu avec beaucoup plus d'attention la création de l'école vétérinaire de Toulouse, donc qui était située à Matabio. Donc avant, maintenant elle est à Tournefeuille, hein, mais elle était à Matabio. Et en fait, il y a quelque chose qui m'a étonnée, c'est que cette école vétérinaire, à son début, donc début 19e, hein, c'est ça ? Non ? 1828. Oui. En gestation. Voilà, elle était Et en fait, à sa création, elle avait l'air plus tournée vers les soins des bovins. Alors pourquoi les soins des bovins ? Alors elle est restée d'ailleurs pendant longtemps. Alors il faut expliquer une chose d'abord, c'est que quand les écoles vétérinaires, les 2 premières écoles vétérinaires ont été fondées, celle de Lyon et d'Alfort, on a demandé, bien sûr, le ministère a demandé qu'à ce que tous les animaux de production, pas les chiens et les chats, hein, tous les animaux de production soient étudiés afin de faire une médecine. Bon, les vétérinaires se sont pas du tout occupés des bovins. D'abord parce que les écoles étaient dans des villes et qu'il n'y avait pas de bovins ou relativement peu. Et d'autre part parce que les bovins ne valaient pas grand-chose par rapport aux chevaux. C'est-à-dire que quand ils se retrouvaient en clientèle, on les appelait pour un cheval, ça valait quelque chose. On les appelait pas pour des bovins parce que le guérisseur local suffisait pour des animaux qui, de toute façon, allaient passer au saloir. On leur coupait le cou quand ça allait pas. Et c'était la famille qui mangeait la vache qui avait été... qui était un peu malade, voilà. Alors qu'on ne consommait pas les chevaux. Donc, à partir de ce moment-là, le sud de la France, qui n'utilisait pas les chevaux pour l'agriculture, c'est une zone, surtout dans le sud-ouest, ici, et ça remontait un peu jusqu'au Poitou. On servait de bœufs. Et on s'est aperçu que ces animaux, les bœufs, qui avaient quand même de la valeur, eux aussi, parce qu'ils duraient assez longtemps, ils duraient normalement, on arrivait à les faire durer 12, 13, 14 ans. Et ensuite, ils étaient consommés quand même. Mais c'était des animaux qui étaient bien dressés, auxquels on
on avait appris pas mal de choses, les gens y tenaient et il n'y avait pas de vétérinaire pour les soigner. À partir de ce moment-là, l'école de Toulouse a dit, nous, on voudrait avoir une école qui s'occupe des bovins. Et les chevaux, c'est pas extrêmement important, les bovins, c'est important. On a créé cette école et là, les premiers professeurs de cette école, il y avait très peu, ont essayé de faire des traités avec ce qu'ils avaient gratté à droite à gauche dans les livres, dans les observations, etc. Et puis petit à petit, ils ont fait une médecine bovine, et alors que les deux autres écoles ne continuaient pas du tout à s'en occuper. Au point que vers les années 1880-90, il y a un vétérinaire d'un bled qui s'appelle Astafort, oui, ça n'est pas un bled, pardon, excusez-moi, et donc qui était complètement inconnu des gens du Nord, qui a créé un journal dans lequel on ne parlait que de bovins. Et il a voulu faire un traité à son tour, mais plus moderne, évidemment, puisqu'on arrivait à la fin du 19e siècle, jusqu'à ce qu'en 1895, on commence à se dire, mais il faut absolument faire quelque chose. Dans toutes les écoles maintenant, il va y avoir un cours de pathologie bovine. Ça n'a pas énormément, d'ailleurs, arrangé le problème, parce qu'on n'avait toujours pas de bovins dans les écoles, et c'est resté quand même un enseignement assez théorique. Je peux vous en parler. Oui, juste pour dire, en tant que directeur d'Alfort, que le phare de la médecine des animaux de ferme, c'est Toulouse. L'école vétérinaire de Toulouse, c'est la référence dans ce domaine-là. Hein, on peut cartographier les écoles, mais voilà, et c'est l'école qui est la plus impliquée dans ce qu'on appelle les politiques publiques du ministère de l'Agriculture. Donc ça, c'est sa signature à cette école, vraiment. Voilà. Et je ne parle pas de la bière, où là... Depuis le début. Ah, ça, c'est vraiment fondateur, c'est lié à sa position géographique, aussi au fait qu'il y avait quand même deux écoles qui étaient extrêmement portées sur le cheval, et que ça occupait du terrain, hein. Et les profs de cette école ont eu la prescience d'aller sur ce secteur, et c'était difficile parce qu'il y avait strictement rien, donc il fallait défricher, et cette spécialité demeure à l'école de Toulouse, hein. Moi, quand il y a quelqu'un qui veut faire, je ne suis plus directeur depuis un mois, mais quelqu'un qui voulait faire de la bière, vous allez à Toulouse. Enfin, c'est l'école la plus puissante dans ce domaine-là, mais c'est vrai aussi pour les bovins. Merci. Et alors donc, on a parlé beaucoup des chevaux, on a parlé des bovins. Et est-ce que vous avez vu une évolution dans les animaux soignés au cours de l'histoire ? C'est-à-dire que dans l'Antiquité, on soignait les bovins et les chevaux, puis pas tellement les autres animaux. Et est-ce qu'il y a eu, au cours du temps, une évolution ? Quels animaux ne soignait-on pas ? Et quels animaux soignait-on ? Alors là, je vais répondre. C'est très difficile parce que le problème de l'histoire de la médecine, c'est qu'on part des sources qui sont des sources écrites. Pour publier un livre, il faut que quelqu'un le lise normalement. Donc concrètement, publier sur le cheval, c'était aisé. Sur les bovins, nettement moins. Il faut attendre en gros les années 1930 pour qu'on ait une littérature un peu abondante qui commence à apparaître. Et vraiment, la période post de Seconde Guerre mondiale, qui est vraiment l'essor majeur de cette médecine. Mais c'est pas parce qu'on ne trouve pas de livres sur les chiens et sur les chats qu'on les soignait pas. Et c'est ça le truc. Et donc finalement, quand vous voulez savoir ce qu'on faisait réellement, il faut aller dans les journaux des vétérinaires. Si vous allez dans un journal de vétérinaires de Châtillon-sur-Seine en 1910, vous allez trouver essentiellement des chevaux et puis un peu de bovins, de moutons, d'animaux de ferme. Vous verrez pas tellement les chiens et les chats. Si vous allez dans les registres de l'école d'Alfort, au XIXe siècle, vous constatez qu'il y a infiniment plus de chiens et de chats, je n'ai pas le chiffre, qui sont soignés, hospitalisés, que de chevaux. Donc la représentation générale, c'est que ce qui est important, c'est le cheval, et les articles qui sont publiés ou les ouvrages sont principalement sur cette espèce, ce qui ne veut pas dire qu'on ne soigne pas des animaux qui sont moins prestigieux. Le chien est un animal essentiellement utilitaire.
au 19e, le chat est un animal totalement utilitaire. Le texte de Buffon sur le chat, ça, c'est 18e, mais ça en dit long sur l'état d'esprit. Alors après, si maintenant on s'intéresse au XXe siècle, bien évidemment, aujourd'hui, je crois qu'on est cul par-dessus tête. J'utilise cette expression, vous m'excusez, puisque maintenant, là, on est en train de réviser le référentiel de compétences des vétérinaires. On se demande s'il faut savoir faire une ration alimentaire de lapins de compagnie. Voilà, alors qu'il y a des questions majeures en termes d'agriculture, enfin ainsi de suite. Là, je crois qu'on a un peu perdu les repères professionnels et qu'on est parti dans des raffinements sur lesquels on risque de revenir. D'ailleurs, il y a des pays qui commencent à revenir un petit peu en arrière. Aujourd'hui, on soigne tout, soyons clairs, et on a des spécialistes pratiquement sur tout. Donc, ouais, bien faire la différence entre ce qu'on voit quand on regarde une bibliothèque et la réalité du terrain, qui est un peu différente. Alors, sur les chiens, il y a quand même une littérature, c'est celle de la chasse. C'est-à-dire que le chien de chasse, le chien de vénerie en particulier, coûtait cher, et les valets de chiens soignaient les chiens. Ils avaient quand même des connaissances, enfin, ils avaient un certain nombre de techniques qui sont développées, par exemple, dans un livre sur la vénerie qui date juste avant la Révolution, Le Fournier de Hauville, dont on pense maintenant qu'il a été en grande partie rédigé par Louis XVI lui-même. Il y a toute une partie, en fait, sur la pathologie du chien, qui est très intéressante, en particulier sur la rage, sur la future maladie de Carré, sur la gale, des tas de... Et donc, il y avait quand même une médecine canine, mais qui était réservée aux chiens de chasse. Il y a une chose, en fait, qu'on a complètement oubliée, c'est la chasse des oiseaux, des faucons. Ça peut vous sembler bizarre qu'on soigne des faucons. En réalité, toute la noblesse du Moyen-Âge avait une passion pour la fauconnerie. Et là, on a des véritables traités de pathologie des oiseaux qui sont complètement tombés dans l'oubli, puisque la fauconnerie pratiquement a été interdite après. Et vous voyez qu'il y a quand même des îlots de connaissances qui nous sont arrivés. Concernant la médecine du chien n'a pas vraiment existé du point de vue vraiment, je dirais, sérieux. Non, c'était pas une médecine tellement sérieuse avant les années 70. Je peux vous dire que je suis sorti donc de l'école en 1971, j'ai honte. On a connu, je fais partie de la génération des vétérinaires qui ont vu s'établir, se développer la médecine canine. Je suis sorti de l'école, on ne savait rien. Pratiquement, on soignait avec des extraits d'artichaut, enfin, j'ai honte de le dire aussi. Hein, bon. Et puis, petit à petit, nous sont arrivés, surtout des États-Unis, parce que les États-Unis nous ont devancés du point de vue du confort et des moyens. Donc, le chien, chez eux, a été soigné avant chez nous. Et donc, ils ont eu des chercheurs qui se sont penchés sur la médecine canine. Et là, petit à petit, on a vu apparaître des opérations, des techniques d'anesthésie et des techniques très, très complexes. Ça a été passionnant. Moi, j'ai beaucoup aimé ce métier parce que petit à petit, on apprenait des choses. Mais au début, je dois avouer qu'on n'avait absolument rien et on ne faisait pas grand-chose. Je vois qu'on sourit au premier rang. Vous avez connu ça? J'ai connu ça. Et vous oubliez de dire que le vétérinaire a un grand avantage, c'est qu'il peut autopsier son malade. Oui. Et là, on apprend énormément de choses. C'est le livre ouvert. D'autrefois, on ouvre son malade et on trouve la cause de la maladie. Et alors, si je peux me permettre un petit commentaire, au début du XXe siècle, on a eu des savants vétérinaires très importants. Alors, d'abord, le professeur Rayet, le fort, là, qui a décrit des tas de parasites qui étaient en rapport avec les Russes qui envoyaient des échantillons. À Toulouse, on a eu le professeur Marotel, qui recevait des tiques du monde entier. Nous avons une collection de plus de 150 espèces différentes de poux d'oiseaux. Et alors, je voudrais souligner une chose importante, la qualité de ces ouvrages. L'ouvrage du professeur Marotel sur l'identification des tiques.
eh bien, a été publié à Leipzig, en Allemagne, en 1911, 3 ans avant la Première Guerre, en français, ce qui vous prouve la qualité des travaux. Et ce métier de vétérinaire est un métier passionnant qui, au cours du XXe siècle, a beaucoup évolué. D'abord, avec la description des savants comme le professeur Rayet-Alfort. Et puis ensuite, dans les années 70, quand vous êtes sortis, c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que les animaux souffraient. Moi, je suis rentré à l'école en 1959. On castrait les animaux sans les anesthésier. Bien sûr, oui. Pour les chevaux de course qui avaient des efforts de tendons, eh bien pour tenir le tendon immobile, eh bien on faisait des pointes de feu et on admirait notre professeur qui, avec le fer à souder, enfin avec les pointes de feu, passait sur le cheval. Il fallait bien le tenir, bien le contenir, bien le coucher. C'était vraiment extraordinaire comme travail. Mais l'animal souffrait et il ne marchait plus. Et donc les pointes de feu. Alors ensuite, donc, on a pu acquérir des anesthésiants, des tranquillisants. Ce qui a permis aux filles d'exercer en bovine. Parce qu'autrefois, quand vous aviez une vache qui avait un retournement de matrice, c'est-à-dire que la matrice se retournait et le veau ne pouvait plus sortir parce qu'il y avait un nœud. Il fallait donc qu'on couche la vache, le vétérinaire attrapait un membre du veau et les éleveurs faisaient tourner la vache. Il fallait quand même être costaud. Les filles ne pouvaient pas le faire. Tandis que maintenant, on a des tranquillisants et la moindre petite jeune fille qu'on a à l'école vétérinaire, 70% des étudiants peuvent faire un renversement de matrice sans aucun problème. Enfin, je ne suis pas l'auteur, donc excusez-moi d'avoir... Merci. On est d'accord. Mais vous savez, quand on a été dans une école vétérinaire pendant très longtemps, on ne peut pas s'arrêter de parler. C'est un métier absolument passionnant. Alors malheureusement, maintenant, il y a les NAC, vous n'avez pas utilisé le terme des animaux non conventionnels. Des nouveaux animaux de compagnie. Où on voit tout et n'importe quoi. Il faut quand même rester objectif. Et pour finir, le vétérinaire, c'est un vrai biologiste, c'est un vrai écologiste et c'est un bon observateur. Et parce que l'animal vous parle, quand il est en face de vous, vous savez ce qu'il a. Vous avez mal au ventre. Le ventre, qu'est-ce que c'est? Vous ne savez pas. Tandis que vous palpez l'animal, et dès qu'il a un mouvement de recul, et à ce moment-là, vous pouvez penser que ça vient du feuillet ou du réseau, comme vous le disiez tout à l'heure. Dernier mot à propos de la peste bovine. Il y a quelque chose de passionnant, c'est que les Italiens qui ont envahi l'Éthiopie et l'Érythrée dans les années 30 ont importé la peste bovine. Pourquoi? Eh bien, pour mettre à plat cet élevage éthiopien, qui est un élevage absolument extraordinaire. C'est comme ça qu'ils ont lancé la peste bovine. Et ça s'est terminé il y a une dizaine d'années par une grande action internationale qui a permis d'éradiquer complètement la peste bovine d'Afrique. Grâce à des vaccins. Excusez-moi d'avoir été trop bavard. Mais je vous en prie. On va pouvoir peut-être d'ailleurs repasser au débat avec le public, puisqu'il est prévu aussi d'envisager des questions du public. Et voilà. Moi, je voulais juste poser une dernière question et après, voilà, je vous donne la parole. En fait, une question que je me pose souvent, à partir de quelle date vous diriez qu'est née la médecine vétérinaire moderne, celle qu'on pratique maintenant? C'est quoi la date? Enfin, à peu près. 1953. Merci pour la précision. Pourquoi 53? Quand moi j'ai commencé à écrire ce livre, je voulais m'arrêter en 1954. On n'en a pas parlé, mais c'était exactement ça, parce que c'est aussi le démarrage des grandes prophylaxies de tuberculose et c'est le moment où le vétérinaire rentre. Il faut attendre 1930, donc création du titre de vétérinaire, donc les premiers sortis de l'école, c'est 1766. Là, le monopole de l'exercice de la médecine vétérinaire, c'est 1938. Donc il n'aura pas fallu 2 siècles, mais pas loin de 2 siècles, pour pouvoir prendre la place des gens dont j'ai parlé, qui étaient les maréchaux experts, les hongreurs, tout ce que vous voulez. Les empiriques. Les empiriques, voilà. 1938. 1938, après, il y a eu un petit problème qui est la Deuxième Guerre mondiale. Je ne vais pas rentrer en détail, mais du point de vue de la médecine vétérinaire, ça n'a pas été du tout une période faste, comme pour d'autres sujets. Et puis on sort de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, je vais revenir un peu en arrière. Ça fait 2 fois que le monde vétérinaire connaît une crise. La Première Guerre mondiale est une crise majeure parce qu'à la sortie, il y a l'élimination, la disparition d'une grande partie des chevaux de ville. Ce qui veut dire que les vétérinaires perdent leurs moyens de subsistance. Les empiriques, qui sont dans les campagnes, occupent principalement le terrain. Les vétérinaires sont assez marginaux.
Et en perdant cette cavalerie citadine, c'est un drame. Et il y a un effondrement des recrutements dans les 3 écoles vétérinaires, mais un effondrement à tel point qu'on envisage la fermeture des 3 écoles. Il n'y a plus d'avenir pour la profession vétérinaire. Ça, c'est une première phase. On sauve le truc en créant le doctorat vétérinaire, l'agrégation vétérinaire. Voilà. Et on sauve un peu le truc momentanément. Après, Deuxième Guerre mondiale, donc je vous ai dit 38, c'est cette sortie. Donc on décide de la suppression des empiriques pour que les vétérinaires trouvent enfin un terrain qui leur permette de vivre. Deuxième Guerre mondiale, c'était un peu une zone blanche. Puis derrière, eh bien, c'est le moment où on a la perte, la motorisation de l'agriculture qui va s'installer. Donc c'est une période de doute énorme dans le monde vétérinaire. Et là, c'est là que, en lien notamment avec le développement de l'Institut national de la recherche agronomique et la volonté du gouvernement d'augmenter les productions animales, les vétérinaires vont complètement changer de position. Ils vont basculer dans un monde qui est un monde de prophylaxie, de lutte contre les grandes épizooties. Ils vont rentrer dans les élevages, chose qu'ils n'avaient pas fait pour une grande partie de ces élevages. Et à partir de là, la situation change complètement. Et c'est à la fois positif pour cette profession et un peu négatif. Alors parce que je n'ai pas votre âge et vous les avez bien connus, ces gens qui avaient vécu cette période-là. Mais moi, ils m'ont souvent dit, quand je les recevais, les voyages de promotion, on a beaucoup gagné d'argent finalement avec cette prophylaxie. Ça a été un moment de grande intensité. On s'est épuisé. Et puis les vétérinaires ont loupé un peu le coche à ce moment-là d'une extrême expertise dans certains secteurs, qui était la reproduction, où c'est parti un petit peu sur d'autres domaines. L'alimentation également, enfin ainsi de suite. Il y a eu des secteurs qui ont été en partie perdus en lien avec le développement de cette activité. Mais malgré tout, c'est le moment où la profession explose. Donc je suis d'accord, moi j'aurais mis ça en 54, mais on est d'accord. Merci. Je vais vous passer la parole si vous voulez poser des questions. Il y a aussi un fait, c'est le développement des lycées agricoles. Moi, je suis Philippe Dorchy. Et je suis rentré à l'école vétérinaire de Toulouse en 1959 et j'en suis malheureusement sorti, mis à la porte à 69 ans parce qu'on n'a pas voulu me conserver plus longtemps et j'en veux à l'administration de m'avoir mis à la porte. Enfin, j'ai continué au Cameroun après, donc oui. Alors, une chose importante, c'était le développement des lycées agricoles. Les éleveurs et les agriculteurs ont acquis des connaissances. Les vétérinaires étaient contents d'aller faire des cours d'hygiène vétérinaire. Et ensuite, toutes les petites maladies ont été soignées directement par les éleveurs. Et n'appelaient le vétérinaire que pour les problèmes de reproduction, les problèmes de césarienne, etc. Et donc, toutes les petites maladies terminées. Les diarrhées de petits cochons, de veaux, etc. Et dans les élevages, vous aviez des pharmacies vétérinaires absolument extraordinaires où les éleveurs puisaient. Et le vétérinaire, comme ça, a été un peu éliminé. Et c'est dramatique, parce que un troupeau, c'est une individualité, c'est de la médecine collective, c'est de la médecine de groupe. Et c'est fait en particulier très bien par les gens qui sont en bovine. Et on a à Toulouse un grand spécialiste, François Schelcher, de réputé international, sur la maladie des bovins. Et comment s'est-il formé ? Bien entendu, il a eu de bons maîtres, mais surtout en associant la clinique et l'autopsie. Et ils étaient tous les jours en autopsie. Et à l'école, on avait monté un circuit pour ramasser tous les cadavres de bovins qui passaient en autopsie. Et là, on a vu de tout et c'était vraiment absolument passionnant. Il me reste à vous remercier. Vous venez d'écouter François Vallat et Christophe de Gers, co-auteurs de l'ouvrage « Soigner les animaux, histoire de la médecine vétérinaire en France », publié chez Actes Sud, lors d'une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche, mardi 21 avril 2026 et réalisée mise en onde par Radio en partenariat avec Radio Plus et Radio Terre.